aujourd'hui, je reçois Philippe Richard Bertrand. Je m'excuse, je voulais être certaine de bien prononcer ton nom. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour notre série Entrepreneurs sous les projecteurs. J'aimerais, Philippe, que tu me parles un petit peu de toi et de ton entreprise, que tu te présentes et que tu me présentes ta compagnie, s'il te plaît. Bien, merci. Philippe Richard Bertrand, je suis un entrepreneur, moi, que je dis de carrière. Là. Je suis sorti de l'Université McGill en 98 et j'ai lancé tout de suite ma première entreprise technologique. Et bon, ça fait maintenant pas loin de 22 ans que je fais ça, donc ça fait un petit bout avec beaucoup d'erreurs, beaucoup d'échecs, puis quelques bons coups aussi. Aujourd'hui, je suis à la tête d'Intelligence Elixir. On est une boîte qui fait dans le e-learning. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on conçoit de la formation. Après ça, on l'héberge, on la diffuse, puis après ça, on est capable de donner des rapports aux employeurs de qui a fait la formation, quel score la personne a obtenu. Puis on est capable aussi de faire des tests d'engagement. On a lancé le test qui fait du bien, qui est un test qui teste la santé mentale des travailleurs. On est très contents de cette initiative-là. Donc, c'est un test qui a été fait de 52 000 personnes à travers les entreprises du Canada, dans lesquelles on met beaucoup d'espoir commercial en ce moment. Wow! Tellement opportun à cette période de reprise aussi, là, après la situation de la COVID. Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus ici sur les objectifs de ta compagnie que tu vas atteindre? En fait, les objectifs changent, j'en veux pas, ça dépend un peu où on se situe, mais on sort de notre planification stratégique. Ce qu'on veut, nous, avant tout, c'est de créer une atmosphère de travail où nos employés sont capables de performer, où sont capables de grandir, où on est capable d'offrir des possibilités de carrière. Il y a une possibilité de faire carrière avec nous. On est de l'école, moi et mes partenaires, que si on s'occupe bien de nos employés, la profitabilité viendra. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'embûches, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas obligé des fois de faire des mises à pied, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des temps difficiles, mais malgré tout ça, on essaye, nous, de mettre l'employé au cœur de nos opérations. Et je pense qu'on a créé avec les années un environnement de travail, malgré l'incertitude, malgré la COVID. On a créé un climat de travail où il est bon de travailler. Quand tu as les bons employés et tu as du monde heureux au travail, bien, veux pas, tu as des clients heureux généralement. Ça ne veut pas dire des fois qu'on ne s'enfarge pas sur des mandats, je n'ai pas des lunettes roses non plus, mais employé heureux, client heureux égale profitabilité. Donc, c'est ce qu'on essaie de créer. Puis si tu m'avais parlé il y a 5 ans, je voulais monter une business de 40 millions, j'étais parti sur... Mais la COVID nous a tous ramenés à l'essentiel. Puis aujourd'hui, je veux une business profitable dans laquelle il est bon de travailler. Est-ce que ça veut dire qu'on va être 20, en ce moment, on est une vingtaine? Est-ce que ça veut dire qu'on va être 40, 80? Je ne le sais pas, mais où à l'époque, ma quête était sur je vais la grossir, la vendre. Puis, tu sais, je vais la vendre à profit puis faire beaucoup d'argent parce que c'était mon modèle d'affaires depuis 22 ans. En techno, hein. Ouais, aujourd'hui, je suis pas mal plus relax, puis je suis bien content parce que mes partenaires d'affaires partagent cette opinion-là qui a évolué, mais qui a été frappée de plein fouet pendant la pandémie. Mais aujourd'hui, on veut une business, oui, profitable, parce que la profitabilité pour une entreprise, c'est l'oxygène pour un humain. On veut une business profitable, mais pas à des coûts humains, pas à... Moi, je veux que personne tombe en arrêt de travail, je ne veux pas que le monde soit malade, on ne veut pas presser le citron, mais on demande une performance à tout le monde, opérationnelle, au même titre que n'importe quel business a besoin d'être opérationnel. C'est un peu ça qu'on essaie de créer, nous. Puis, bien entendu, des produits qui vont aller aider les employés en entreprise à assimiler des connaissances plus rapidement. Tout ce qu'on fait, nous, dans la vie chez Luxi, c'est comment je peux réduire le cycle d'apprentissage. En d'autres mots, si une formation dans une classe se donne en 8 heures, comment je peux pousser du contenu de formation en ligne et que ça prenne 4 heures? Alors, toute notre technologie, toute la conception qu'on fait de nos formations est faite dans ce sens-là. C'est pour ça que la plupart de nos formations sont des livres dont tu es le héros. Ce qui fait en sorte que tu rentres dans la formation, je te mets dans les souliers d'un personnage, le président, le vice-président.
et tu as une série de décisions à prendre qui affectent le cours de l'histoire. Tu comprends que sur une thématique, admettons, sur harcèlement en milieu de travail, bien, plus tu prends des mauvaises décisions, plus la situation va de pire en pire. Et ça affecte en temps réel des indicateurs de performance qui sont sous tes yeux continuellement. Alors, quand tu vois ton indicateur, je vais dire, admettons, la communication entre employés tomber dans le rouge, bien, sur ta chaise, tu viens nerveux et tu dis, wow, là, j'ai pris une mauvaise décision. Puis plus tu essaies de battre notre système, battre la machine, comme on dit souvent, plus généralement tu prends des mauvaises décisions, puis plus tes indicateurs vont mal. Puis la beauté de nos formations, puis on en est très fiers, c'est que, puis ça, c'est nos clients qui nous le disent, tu sais, de se battre avec des employés pour qu'ils fassent la formation, là, c'est tough. Là, les employés disent souvent, ah, il y a une autre formation aujourd'hui, tabarouette. Tandis que nous, ils jouent 2-3 fois à la formation. Pourquoi ils veulent battre le score qu'ils ont eu d'avant? Tu sais, en anglais, on dit gamification. En français, c'est la ludification. C'est ça qu'on essaie de faire. Alors, nous, en entreprise, les commentaires de nos clients, c'est hey, on n'en revient pas. Les employés, on leur a donné 2 accès, puis tout le monde nous en demande un 3e. C'est possible d'avoir un 3e accès. C'est ça qu'on veut. C'est que le monde ait du fun à jouer. Puis ça, c'est pas moi qui ai eu cette idée-là, c'est notre fondatrice qui, il y a très longtemps, là, il y a 9 ans, voyait les gens jouer à Angry Birds en milieu de travail. Je ne sais pas si les gens se rappellent de ce jeu totalement idiot, mais bon. Mais elle s'est dit, tout le monde joue à ça, qu'est-ce que je peux faire en formation pour que le monde ait le même fun qu'à jouer à Angry Birds? Puis là, elle a passé au dragon à l'époque, etc. Puis aujourd'hui, c'est rendu une entreprise qui développe ce concept de formation-là. Et on va autant dans les habiletés de gestion, comme là, on vient de lancer pour un client violence conjugale pour Éducalois, tu sais, des thématiques pas faciles, là, harcèlement en milieu de travail, comment gérer ses finances avec les QPF. Donc, oui, on en développe pour nous, mais on en développe beaucoup aussi pour des clients à l'extérieur de notre organisation. Merveilleux. Wow, c'est vraiment intéressant. Puis nous, dans Action Coach, on a la valeur de l'apprentissage continu. Fait que ça vient vraiment me chercher quand tu parles d'être le héros, tu sais, tout ce qui est le story brand. Tu es vraiment à la fine pointe, là, vraiment des apprentissages. Fait que vous étiez visionnaire quand même dans ce domaine-là. Puis non, c'est vraiment intéressant. Puis tantôt aussi, ce que tu disais par rapport à une entreprise profitable. Moi, j'ai une petite phrase simple qui dit une entreprise, dans le fond, c'est une entreprise commerciale qui fait des affaires. Profitable, qui fonctionne grâce à des systèmes sans toi. Fait qu'un jour, comme entrepreneur, tu te dis, il faut que mon équipe soit autonome, il faut qu'elle ait le partage de mes valeurs pour être capable de rouler la business sans que je sois tout le temps en train de leur dire tourne à gauche, tourne à droite, tourne à gauche, tourne à droite, puis qu'on se propulse à un autre niveau. Fait que j'ai l'impression que tu es vraiment dans cette sphère-là de dire l'entrepreneur supporte les employés supportent les clients supportent l'entreprise, puis l'entreprise supporte l'entrepreneur, puis vous ramène plus d'argent. C'est ça l'objectif ultime. Mais si tout le monde fait son étape dans sa roue, ben tout le monde y gagne. L'entrepreneur, à la base, il est supposé de travailler pas dans la business, il est supposé travailler sur la business. Bon, dans les 2 dernières années, aussi bizarre que ça peut paraître, j'ai beaucoup pu travailler sur la business malgré tout ce qu'on vivait. Là, j'ai les mains un petit peu plus dans les opérations parce que il y a eu la COVID qui a été très bonne pour nous autres parce que tout le monde s'est ramassé à la maison. Il fallait continuer à faire de la formation. Donc, notre staff a doublé, notre chiffre d'affaires a doublé. Par contre, là, il y a une petite stagnation. Les gens retournent au travail. Il y a un petit peu ralentissement économique avec ça. Donc, les prochains mois vont être hyper demandants. Donc là, je suis revenu un peu plus que je le désirais dans les opérations. Mais je pense que c'est quelque chose qui est passager, mais je n'ai pas le choix de le faire. Non, puis tu sais, comme entrepreneur, entre guillemets, on bouche le trou où est-ce qu'il y a un besoin imminent. Des fois, on retourne sur le plancher, puis là, dans ton moi, je fais de la comptabilité, je passe la mop la fin de semaine, je ramasse les poubelles, je fais tout. En anglais, je dis souvent « all of the above ». Exact. Les tâches, ils finissent toutes sur mon bureau à un moment donné, s'il le faut. Mais moi, j'avais mon VP qui disait « si tu n'es pas prêt à faire la mop, ben, tu n'es pas prêt à gérer une équipe parce qu'il faut que tu sois capable de faire toutes les tâches dans toute l'entreprise. » Exactement. Ben, en fait, ça m'amène sur ma prochaine question qui, dans le fond, tu as parlé de COVID, la situation de la COVID, puis on l'a vécu tout le monde, là, c'est un peu derrière nous, mais il y a sûrement des choses que tu as faites différemment.
avec la situation de la pandémie. Puis, est-ce que des choses, ma question elle a comme deux volets. La pandémie, elle a impacté tes opérations. Tu l'as dit, ton chiffre a doublé, ton chiffre d'affaires a doublé, tu as dû trouver des ressources. Tu pourras m'en parler plus, mais aussi, qu'est-ce que tu gardes dans tes opérations post-pandémie, de dire, OK, ça, on a fait ça en pandémie, mais clairement qu'on va continuer de le faire après aussi. Tu sais, nous, le télétravail, c'était déjà très répandu en technologie. C'est quelque chose qu'on était habitué où les employés, des fois, nous disaient est-ce que je peux travailler de la maison? Puis la réponse a toujours été oui. La pandémie a amené ça beaucoup plus loin. Comme aujourd'hui, notre politique de travail, c'est travaille de où tu veux. Tu veux travailler de Caillou Coco, de ton chalet, perché sur un arbre. Ça ne nous dérange pas, puis je ne vais pas aller voir de où tu travailles. Moi, il faut un client heureux. Si le client est heureux, travaille de où tu veux. Ça, c'est la première chose qu'on a faite. On a instauré une politique de télétravail. Après ça, on voyait nos employés pas prendre du mieux, dans le sens où on devenait cloîtré à la maison, on devenait, les interactions sociales manquaient aux gens. Donc, ça paraît niaiseux, mais on a bâti un gym. Donc, dans les 2 dernières années, on a bâti un gym au bureau puis permettre les employés de revenir au bureau s'entraîner. On a fait bâtir une douche aussi pour que les employés puissent prendre leur douche. Aujourd'hui, avec un peu un retour au nouveau normal que j'appelle, bien, ces installations-là restent. Le gym est en face de moi. Là, puis on est plusieurs à l'utiliser à tous les jours. Là. Moi, je rentre même la fin de semaine pour m'entraîner. Donc, puis quand tu fais ça, ben, tu te sauves un peu de tes enfants. Moi, j'ai 4 enfants. Je me sauve de mes enfants. Ben, mais tu fais 2-3 courriels. En même temps, tu en profites. Puis ça ne paraît pas trop, parce que tu n'es pas au moins dans la maison sur ton ordinateur. Autre chose qu'on a fait, on a fourni un coach à l'ensemble de notre équipe. Tous les membres de toute notre équipe, peu importe qui tu es dans l'entreprise, peu importe la fonction que tu as, si j'aurais une réceptionniste ou un réceptionniste, ils auraient accès à un coach professionnel. C'est important pour nous autres. Puis après ça, je t'évite toutes les discussions que je peux avoir eues avec certains de mes partenaires qui trouvaient cette chose-là un peu chère. Mais tu sais, oui, mais là, qu'est-ce qui arrive s'il parle de ses problèmes personnels? Hey, ça ne me dérange pas, moi, qu'il parle de ses problèmes personnels. Puis, moi, je pense que les employés ont besoin d'une place pour ventiler une soupape de pression, puis c'est ça qu'il faut. Parce que tu comprends que si on ne les aide pas avec leurs problèmes personnels, ça va devenir mon problème ultérieurement. Alors, je suis aussi bien de m'en occuper avec quelqu'un qui a vraiment les compétences de faire ça. Oui, puis ça le dégage dans tes opérations au quotidien aussi. Tu as un expert externe que tu peux utiliser pour tout ça. Fait que toi, quand ton employé est là, ben, tu peux travailler sur les projets, tu peux être vraiment plus focus au lieu de gérer l'humain qui est peut-être mieux géré de l'autre côté aussi avec les ressources que tu as. Exactement. Après ça, les choses qu'on a instaurées, j'essaie, je ne suis pas à 100% satisfait de ça, mais j'essaie de parler à l'ensemble du personnel, de mes collègues, mes employés, au minimum une fois par mois, là, ce que j'appelle un meeting 1 à 1. Ouais. Puis c'est aussi la notion de skip level meeting, ce qui veut dire en sorte que je peux parler à un programmeur, même si le programmeur ne relève pas de moi dans les opérations quotidiennes. J'essaie, moi, comme président, de parler à l'ensemble de l'équipe une fois par mois, juste pour savoir comment. C'est des courts appels, puis ce n'est pas un appel de suivi de projet, c'est un appel de comment ça va, comment tu vas. Rapidement, j'essaie de faire ça dans mon auto souvent là, quand je suis en déplacement. Donc, tout ce que je viens de te mentionner là, certaines choses, on les a transformées, mais c'est des choses qui vont perdurer dans le temps. On ne démolira pas le gym, en fait, je pense même l'agrandir parce que l'équipe grandit. Les coachs, oui, on va prendre une petite pause en juillet et août parce qu'il y a moins d'ouvrages. Donc, on essaie de limiter nos dépenses comme n'importe quelle entreprise, mais ça va repartir au mois de septembre. Depuis qu'on peut se réunir, on essaie de créer aussi des moments de réunion où on fait venir toute l'équipe à Montréal, que ce soit, on avait des gens en Gaspésie, on a des gens à Québec, on les fait tous venir ici, que ce soit en train, en avion, une fois par trimestre à peu près, pour, encore une fois, développer l'esprit d'équipe, se dire les vraies choses dans les yeux, se challenger sur notre modèle. Puis quand on a des décisions difficiles à prendre, parce que, oui, il a fallu des fois mettre des mises à pied et tout, on partage l'information avec les employés.
Bon, ça, c'est un couteau à deux tranchants parce que ça crée un sentiment d'incertitude, puis mais on va continuer à le faire parce que moi, je veux, tu sais, c'est niaiseux, là, mais peut-être même ça va choquer certaines personnes. Tu sais, moi, ça peut m'empêcher de dormir. Tu sais, des fois, quand il y a des mises à pied ou j'ai des corrections ou des mesures un peu drastiques à faire, puis je me dis qu'on est aussi bien d'être, si bien, pas bien, si bien d'être quelques-uns à ne pas dormir, mais arriver avec une meilleure idée au global, que de ne pas avoir d'idée, puis que tu sais, c'est moi qui rumine ça dans ma tête. Donc, on a été toujours très transparent. Je me rappelle, quand tout a fermé en mars 2020, la première, le 13 mars ou le 14 mars exactement, là, on a réuni toute l'équipe rapidement. Puis, comme en 3 jours, on a perdu 100% de nos commandes, tous nos projets ont été arrêtés. On a mis les gens sur le chômage pendant 1 mois, l'ensemble de l'équipe. Puis après ça, on a fait un meeting, puis on a dit hey, on veut vous rappeler, mais il faut couper dans les coûts. Avez-vous des pistes de solutions? Puis je vais toujours me rappeler d'une employée que je nommerai pas, mais elle s'est sacrifiée. Elle a dit moi, j'ai un gros salaire. C'était une dame qui était plus âgée que le reste de mon équipe. Là. Je ne veux pas dire très âgée, mais plus âgée que le bassin. Elle a dit moi, je vais me replacer. J'ai des économies, puis sauver mon salaire. Puis j'avais trouvé ça extraordinaire. Là. Elle s'est sacrifiée pour qu'on conserve du monde dans l'emploi, pour qu'on puisse se rappeler du monde. Alors, ça nous avait marqué en 2020. Puis depuis ce temps-là, on essaie que quand on a des décisions tough à prendre, on réunit tout le monde. Voici ce qui est. Avez-vous des idées? Puis des fois, ça arrive, ils n'ont pas d'idées. Puis c'est normal, ils n'ont pas l'expérience, l'expertise. Mais au moins, tu les as consultés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec la décision tough que tu as prise, mais je ne leur ai pas garoché, excuse mon langage, d'en face. J'en ai discuté avec eux. Puis on est dans ce comme. Puis je ne te le cacherai pas, au moment où on se parle, je ne sais pas quand tu vas publier ça, mais en ce moment, c'est dur. Donc, on est obligé de faire ce type de meeting-là qui n'est pas agréable pour personne. Mais comme entrepreneur, je n'ai pas le choix de prendre le taureau par les cornes. Puis, à la fin de la journée, c'est moi le patron, c'est moi qui vais vivre avec les conséquences de mes décisions. Ouais. Puis tes autres employés vont te respecter. Moi, je pense que des fois, c'est de ne pas prendre de décision qui fait que un impact encore plus dommageable. Le problème, là, la planète, elle tourne. Fait que le problème, s'il n'est pas adressé, ben, il va revenir puis il va être encore plus gros. Fait que les autres employés qui te voient agir, oui, des fois, c'est des décisions qui sont difficiles à prendre, mais comme entrepreneur, ben, tu es dans cette chaise-là pour cette raison-là aussi. Avec les beaux puis les moins beaux côtés quand c'est plus difficile, puis ils vont te respecter. On n'est pas là pour être aimé, on est là pour être respecté. Mais en même temps, ils vont bien plus aussi t'aimer d'être transparent puis authentique avec eux, à mon avis. Mais c'est à ton honneur. Être un chevreuil sur l'autoroute qui voit une auto, c'est jamais bon en affaire. Non, c'est ça. On essaie d'en avoir le moins possible. J'aimerais ça savoir, ce qui t'a motivé à te partir en affaires. Parce que tantôt, tu as parlé en technologie il y a plusieurs années, tout ça, mais tu as sûrement eu un petit déclencheur. Des fois, on parle, moi, j'étais en exécution exécutive pendant plusieurs années, puis j'ai eu un déclencheur qui a fait que j'ai décidé de laisser ma grosse carrière puis ma sécurité pour partir. Toi, c'est quoi ton déclencheur qui a fait que tu t'es lancé en affaires? Écoute, quand j'avais 15 ans, je voulais des Dr. Martens, des souliers qui étaient à l'époque, moi j'ai 46 ans, qui étaient très à la mode. Hein? C'est revenu à mode. Oui, c'est revenu récemment, mais il y a pas loin de 30 ans, 31 ans exactement. C'était des souliers qui étaient faits en Angleterre. Il y a un magasin qui vendait ces souliers-là à Montréal. C'était les boutiques Néon. Puis mes parents refusaient de m'en acheter parce que c'était associé à des gens... L'anarchie. L'anarchie, c'est ça, exactement. Et je me suis présenté à la boutique Néon sur Sainte-Catherine au coin de Bleury un samedi matin. Je me rappelle du nom du gérant, il s'appelait Robert. J'ai dit, Robert, je veux travailler ici. Puis il dit, as-tu de l'expérience? Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Puis, mais tu sais, bon, il m'avait dit, je vais t'essayer, là, tu sais, il m'a donné ma job. Puis, j'avais calculé que moi, j'ai commencé à 5,31 $. 5,31 $. Alors, tu sais, j'avais calculé des souliers à 100 $, parce qu'à l'époque, c'était 100 $ déjà. C'était beaucoup d'heures. Tu sais, c'était comme... Puis là, je n'avais pas compris le principe des impôts. Tu sais, en tout cas, ça m'avait pris genre 4 week-ends de travail pour me payer mes Dr. Martens. Et je trouvais que Robert gérait la boutique tout croche. Tu
sais, les horaires étaient mal faits. Tu sais, moi, je ne suis pas un gars de matin, mais je suis super bon l'après-midi. Pourquoi tu me fais rentrer le matin? Puis là, il me disait, ouais, mais c'est l'ancienneté. Puis je trouvais ça tellement débile. Tu sais, parce que je disais, ouais, mais je ne suis pas performant le matin. Tu comprends? En plein affaire comme ça, que j'ai appelé le siège social, tu sais, parce qu'il y avait 2 boutiques à l'époque. Puis j'ai demandé de parler au président de l'entreprise pour dire, ton gérant gère ça comme un sans-dessin. J'aimerais ça aller te montrer comment on devrait gérer ça une boutique. Puis, il m'avait trouvé culotté au bout, un monsieur anglophone. Puis, tu sais, je m'étais tout préparé à mon petit meeting. En tout cas, peu importe, le meeting a lieu, puis ils m'ont offert la job de gérant. Tu sais, en me disant, OK, puis là, mes parents capotaient. Là, ils se disaient, il va lâcher l'école, nanana. Puis finalement, bon, je ne l'ai pas fait, mais j'ai travaillé là pendant au minimum 1 an ou 2. Mais c'est à ce moment-là, tu me demandais l'élément déclencheur. À ce moment-là, j'ai dit, je ne serai jamais capable d'avoir un boss plus tard. Ever. Ce ne sera jamais à la hauteur de tes exigences. J'ai dit, la seule façon de ne pas avoir de boss dans la vie, c'est qu'il faut que tu crées ton emploi. Écoute, j'ai gradué en 98 de l'Université McGill, en août, parce que je faisais une session d'été. Puis le 4 septembre 98, en tout cas au mois de septembre en 98, j'ai lancé ma première boîte en me disant, je vais être le maître de ma destinée. Puis après ça, bon, ben, c'est 20 ans de roller coaster, de bons moments très forts, puis de très bas moments aussi. Mais c'est ça l'entrepreneuriat. Exact. Ah, ben merci du partage. C'est une belle histoire. Moi, j'aime ça, les gens qui racontent des histoires, puis elle était super le fun en plus. Fait que merci de ton partage. C'est vraiment le fun. J'aimerais aussi savoir, tu sais, quand on est en affaires, tantôt tu as dit, ben, il y a des hauts et des bas, mais on a des apprentissages, hein? Parce qu'on on a des expressions qui nous disent qu'on ne vit pas d'échecs, on apprend. Ça serait quoi, mettons, dans ton cas, des apprentissages que tu as fait, autant en affaires que même dans ta vie, puisque tu es rendu quand même avec 4 enfants, fait que j'imagine que ça a aussi, ton entrepreneuriat a eu un impact dans ta vie. Je pense que le premier apprentissage, c'est entoure-toi pas de gens qui sont comme toi. Ça, je l'ai appris à la dure. Moi, je suis un vendeur dans l'âme. Ma job dans toutes les entreprises que j'ai pu posséder ou joindre, j'ai toujours été le gars au vente, le VP vente ou le VP développement des affaires. Aujourd'hui, je suis le président, mais je suis le chef des revenus aussi. Puis j'accorde beaucoup plus d'importance à chef des revenus qu'à la présidence de l'organisation. Puis, donc, quand tu t'entoures de monde comme toi, tu t'entoures d'un paquet de monde qui vont boire tes paroles, qui vont penser comme toi, qui vont... Puis, ça peut créer des catastrophes importantes là, en organisation parce que tu n'as personne qui te challenge. Donc, ça, c'est le premier apprentissage que j'ai trouvé. Le deuxième, c'est j'ai toujours eu peur de m'entourer du monde plus compétent que moi, plus brillant que moi. Okay. Puis, je l'ai appris à la dure, ça aussi. C'est que tu es mieux d'avoir du monde que tu payes plus cher que toi dans ton organisation pour être sûr de t'éviter de faire des erreurs. Aujourd'hui, à 46 ans, 22 ans d'entrepreneuriat, la barbe est grise. J'ai le vécu pour être capable de donner des conseils à d'autres. Mais j'aurais dû chercher ça quand moi, il y a 20 ans. Mais j'étais tellement mindé à l'époque, très matérialiste. Là, moi, c'était la course de 98 à 2008, c'était de faire mon premier million, Puis, je l'ai atteint à un coût humain extraordinaire, là, séparation de la mère des enfants. Je n'ai pas trop été présent dans les premières années de mes enfants parce que il y a des photos, des fois, mon ex-femme avec qui est ma meilleure amie aujourd'hui me montre des photos, puis je suis sur la photo, mais je ne me rappelle aucunement d'avoir été là. J'étais là physiquement, mais pas mentalement. Alors ça, c'est tous des regrets, mais j'aurais dû mieux écouter les gens qui me conseillaient de mettre des assises plus fortes dans mon organisation. Alors, c'est vraiment les deux. Puis bon, ultimement, un entrepreneur qui travaille fort et qui a de la rigueur, même si c'est un produit mauvais, tu vas avoir accès à de l'argent à un moment donné. Tu devrais faire des sous, des profits.
Puis on ne nous apprend pas à gérer cet argent-là. Alors, moi, j'ai eu ma passe très matérialiste, là, une Porsche 911, des bateaux, des motos, des condos à l'étranger. Puis à un moment donné, tu te lèves un matin, puis ça te coûte 20-30 000 net par mois pour juste arriver à zéro. Ça ne fait aucun sens. Tu as juste dépensé parce que Des bébelles. c'est un paquet de bébelles inutiles. Donc aujourd'hui, les gens, souvent, les langues sales disent « Ah, Philippe, les affaires vont moins bien parce que j'ai plus d'auto de luxe. » Non, c'est juste que j'ai changé mon mindset. Je préfère bien plus aller 4 fois par année en vacances à l'étranger avec mes enfants pour qu'on ait du bon temps, découvrir des affaires, que d'avoir un auto que je vais serrer dans le garage 6 mois par année parce qu'il y a de la neige, ou un bateau que je vais utiliser peut-être 2 mois, ou peu importe l'autre bébelle à l'étranger que je vais aller 2 semaines dans l'année, puis après ça, je vais le louer. J'ai tout enlevé ça pour me concentrer sur qu'est-ce que je peux faire pour passer plus de temps en famille. Créer des moments d'émotion, parce que tes moments, là, tu les rattrapes aussi quand même en créant des nouveaux moments avec ta famille. Là. Non, c'est ça, mais aujourd'hui, je te dirais pas que, bon, c'est sûr que pour le commun des mortels, j'ai peut-être une vie plus différente que d'autres, là, mais je te donne un exemple, c'est pas pour avoir de l'air. Mon fils avait un travail d'école à faire sur Madrid. Bien, sa mère me l'a emmené à l'aéroport, puis on est parti 4 jours à Madrid pour faire son travail live là-bas. Alors, je vais prioriser de faire des trucs comme ça, comme j'ai un voyage de ski annuel avec mes garçons avant Noël. C'est une religion. Puis si on peut juste se payer 2 jours, parce qu'il y a des années qui sont plus tough que d'autres, bien, on va juste 2 jours dans l'Ouest canadien. Puis c'est pas grave. On tripe pendant 2 jours, puis on revient pour Noël. Alors, je vais continuer à faire parce que ça, c'est des expériences de vie extraordinaires, des moments. Alors, je cherche beaucoup plus ça que d'avoir l'auto de l'année ou peu importe. Bravo, tout à ton honneur. C'est très inspirant. Je suis pas mal certaine que mon associé t'écoute avec attention parce que tu vas rejoindre beaucoup ses valeurs. Donc, puis les miennes aussi, mais j'ai pas encore toute cette belle possibilité-là de partir à Madrid pour le moment. Honnêtement, là, le succès, là, c'est de la méthodologie de travail puis de la rigueur. Ouais. C'est une méthode, honnêtement, là, que tu vends de la crème glacée, peu importe là, ce que tu fais dans la vie, c'est une méthodologie de travail pour produire ta crème glacée au meilleur coût possible. Puis tu as une rigueur pour la vendre après. Puis, même les mauvais produits ils peuvent faire des succès. Méthodologie, rigueur. Moi, je suis entièrement d'accord. J'ai acheté un modèle avec une méthodologie, puis j'ai une rigueur. Donc, ça va bien à date. On continue comme ça. Le succès va venir, c'est sûr. Je ne veux pas prendre trop de ton temps aujourd'hui, fait que j'aimerais que tu me parles d'un dicton. As-tu une phrase, une fameuse quote que tu bâtis ta réflexion? Des fois, tu dis « j'aime ça, les citations ». Puis si tu en as une, peux-tu nous la partager? En fait, ce n'est pas vraiment une citation, c'est quelque chose que je dis fréquemment. Si tu n'as pas parlé à 5 clients, parle-moi-en pas. Hein? Parce que moi, je suis entouré de créatifs, de gens extraordinaires qui ont des idées à tous les jours. Moi, je pourrais revoir le modèle d'affaires de notre business une fois par jour, 365 jours par année, parce qu'on a tout le temps de meilleures idées, de meilleures affaires. Puis dans le passé, ça m'a créé des troubles, parce que moi aussi, je suis de même. Des fois, l'idée, je la trouve tellement bonne, je dis hey, on va l'essayer. Puis à un moment donné de ma vie, je me suis ramassé avec 13 compagnies. Parce que j'avais dit oui à ça, oui à ça. À un moment, il faut que tu restes focus. Aujourd'hui, à mon équipe, je dis teste ton idée à 5 clients. Mais sur les 100, on a à peu près 150 clients. Là. Si tu as 5 clients qui te disent que l'idée est bonne, tu as une validation par courriel de 5 clients, on va explorer l'idée. Ça, mon équipe est un peu tannée de m'entendre dire ça. Non, mais je pense que ça a du sens. Ça a du sens, puis ça te parle à toi aussi, parce que, comme tu dis, tu es un... je pense que tu dois être un genre, une personne vente qui est très... on va avec des idées, on est très visionnaire, donc on veut développer. À un moment donné, il faut tester avant de se lancer. Fait que je pense que c'est bon pour toi, puis c'est bon pour eux en même temps. Exactement. Mais ça, l'écoute de mon équipe te dirait, là, Philippe, il est fatigant à tabarouette avec ça. Merveilleux.
Je te dirais qu'on va s'arrêter là-dessus, mais j'aimerais beaucoup ça qu'on puisse se reprendre une phase 2 si tu es intéressé. La diffusion va être sur nos réseaux sociaux, donc LinkedIn, on a Facebook. Si tu es intéressé, tu peux la partager également sur tes plateformes. Puis Ça fait sinon, plaisir. on va te surveiller aussi sur les tiennes. Je vais aussi mettre ton site web, tes références, bien entendu, dans la vidéo pour inviter les gens à te rejoindre s'ils sont intéressés. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bye. Bye bye.